Voilà, écoutez, 12h00, ce que je vous propose, c'est qu'on soit bien dans le timing, parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez dû prendre sur votre pause déjeuner pour pouvoir assister à cette présentation. Donc, ce que je vous propose très rapidement, c'est de vous parler bien d'ADN Group, que vous connaissez peut-être. ADN Group est une agence dont le cœur de métier est la négociation complexe. Donc ADN, eh bien, vous forme, ADN vous accompagne. La particularité des intervenants d'ADN, eh bien, c'est que ce sont tous des intervenants qui ont une longue expertise de la négociation et qui vous accompagnent, j'allais dire, également au cœur des situations, on va dire, complexes. Alors aujourd'hui, la thématique est celle de la gestion de crise. Et donc, nous allons vous expliquer un petit peu comment on aborde eh bien, la gestion de crise chez ADN Group, comment on vous forme en amont, comment on vous accompagne pendant et comment on peut vous accompagner également après. Pour ce faire, je vais vous présenter très rapidement et puis laisser la parole ensuite eh bien, à Alexandre et Alex. Alors, je m'appelle Cato, je suis le directeur des opérations d'ADN, je fais partie du CODIR d'ADN Group et j'exerce chez ADN depuis maintenant 6 ans. Et avant ça, eh bien, j'avais un parcours de plus de 25 ans passé dans la police, dans des unités qu'on appelle spécialisées, GIPN, RAID, renseignement antiterroriste, pour faire très très court. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que j'ai eu on va dire, une forte exposition à des situations de crise, euh, donc en tant qu'opérateur au RAID et puis également dans le renseignement. Et mon expertise aujourd'hui, eh bien, est celle d'optimiser des équipes, des individus, des équipes, des cellules de crise, pour que celles-ci eh bien, prennent des décisions éclairées, on va dire, au cœur des zones de turbulence. Voilà, mais je vous le redétaillerai tout à l'heure. Je vais immédiatement laisser la parole à Alexandre, s'il veut bien se présenter. Oui, bien sûr, Cato. Ok, vous m'entendez ou pas? C'est Oui, bon? Ok, super. Merci Cato. Bah, écoutez, moi je suis Alexandre Fouchard. J'ai connu Cato durant ces longues années dans la police. J'ai un parcours qui ressemble au sien à quelque chose, quelques exceptions près, surtout voie publique et commandement dans la police nationale. Et j'ai été chef d'un département, enfin chargé de mission, puis chef d'un département qui s'appelait le département risque et crise de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et ça fait maintenant de nombreuses années que je travaille sur les enjeux de gestion de crise majeure, sur le volet organisation, sur le volet technique, mais vous le verrez, on a des approches un peu différenciées sur le sujet, avec évidemment une participation réelle, effective à de nombreuses cellules de crise de niveau stratégique ou de niveau tactique et opératif même, encore quelquefois. Alex, tu veux bien te présenter? Oui, donc moi, c'est Alex, donc c'est pareil, je vais pas faire dans l'originalité puisque je suis fonctionnaire de police aussi et je l'ai été pendant plus de 30 ans et maintenant je travaille, chez ADN, donc avec Cato que je connais, depuis plus de 30 ans aussi et mon parcours police, c'est, plutôt, l'opérationnel. J'ai été, en brigade anticriminalité et en groupe d'intervention essentiellement toute ma carrière. Et ensuite, je suis passé chez, ADN. Donc je travaille pour ADN avec, souvent avec Cato d'ailleurs sur les, gestions de crise que j'accompagne, mais surtout pour ce qui me concerne, la gestion de stress et la gestion de conflits. Merci Alex. Alors, la particularité, vous allez voir, on a 3 angles parfaitement complémentaires et on compose en fait des équipes chez ADN en fonction bien évidemment des besoins. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'approche qui est celle d'ADN sur la partie gestion de crise. La marque de fabrique d'ADN, c'est vraiment de vous aider principalement dans de la conduite de crise. Euh, Beaucoup d'entreprises abordent la gestion de crise par le seul prisme de la communication de crise et plus particulièrement de la communication externe. Alors, chez ADM, bien évidemment, ce sont des sujets qu'on évoque, mais on va se le dire, nous ne sommes pas des spécialistes de la com externe de crise. Pour cela, il y a des organisations qui le font très très bien, des entreprises qui le font très très bien, des entreprises avec lesquelles on travaille même parfois. Notre approche, nous, c'est vraiment celle de bah, l'optimisation d'un groupe d'individus, d'un COMEX, d'un CODIR ou d'une scène de crise pour faire en sorte eh bien, que cette équipe-là
eh bien, qui a été constitué parfois brutalement, puisse traiter l'information, analyser, partager une même conscience de la situation et prendre des décisions éclairées, comme j'aime le dire, dans l'obscurité. Et c'est vraiment cette partie-là qui est notre marque de fabrique, parce que tous les trois, on a ce point commun d'avoir dû prendre des décisions à fort enjeu, avec bien évidemment des enjeux vitaux parfois, des enjeux en termes de conséquences matérielles, conséquences humaines, mais également des enjeux en termes de conséquences juridiques, on va dire même judiciaires. Et donc c'est ce que on partage aujourd'hui avec le monde de l'entreprise. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on a une approche en amont, et en amont, eh bien, on va vous former. Et eh bien, comme vous le savez, il y a beaucoup de littérature qui existe sur eh bien l'anticipation de la crise, la définition même de la crise. Et pour ce faire, je vais vous expliquer en deux mots, eh bien, quels sont un peu les points clés que l'on va mettre en lumière au travers de nos formations en amont. Alors, pour ce qui est de ma partie, et après je laisserai la parole à Alexandre pour la partie, et très souvent on intervient en J1, J2 alternativement. Eh bien, ma partie va tourner autour, comme Alex en a parlé, eh bien, de l'optimisation du facteur humain. Je vais notamment vous parler eh bien, de l'impact que va générer sur chaque individu le fait de se retrouver brutalement plongé au cœur d'une situation de crise. Et donc, on parlera bien évidemment de la gestion du stress, on parlera des embrasements émotionnels, on parlera de l'impact des biais cognitifs sur vos prises de décision individuelles et collectives. On parlera aussi du sujet très tendu, eh bien, de celui de la conscience de la situation, à savoir eh bien, quelle est la représentation qu'on va se faire d'une situation, encore une fois, et comment on va idéalement eh bien, s'aligner, comment un groupe d'individus va s'aligner pour, à l'instant T, partager la même conscience de la situation et espérer, je dis bien espérer, eh bien, s'aligner sur la définition et le suivi d'un même plan d'action. Et puis ensuite, bien évidemment, on va aborder les notions eh bien, de prise de décision sous contrainte, hein, sous contrainte de temps, sous contrainte financière, avec des enjeux importants, des enjeux collectifs, des enjeux individuels. Et enfin, j'aborderai aussi la notion de débriefing. Alors, le débriefing individuel et puis le débriefing collectif, parce que l'idée, eh bien, c'est d'essayer de tout faire pour que la résilience puisse se mettre en place, mais voire même la croissance post-traumatique. Comment s'assurer, eh bien, qu'une organisation, qu'un groupe d'individus qui traverse une situation présentant un risque majeur, eh bien, à l'issue, déjà sache sortir, eh bien, de la gestion de crise, ce qui n'est pas toujours un exercice facile, sache revenir à un mode nominal, mais aussi sache cranter et bien évidemment tirer des enseignements pour ne pas seulement résister, hein, tenir et peut-être être fragilisé à l'issue, mais tenir bon et puis tirer des enseignements pour être plus robuste eh bien, après cette expérience-là. Voilà donc un programme qui est assez dense hein, sur une journée, je vous le cacherai pas, et qui peut d'ailleurs s'adosser à d'autres briques de modules d'ADN que l'on propose. On a des briques, des modules qui tournent autour du leadership, hein, qui sera indispensable en conduite de crise. On a des modules sur la gestion du stress et la performance émotionnelle, qui vont être des modules où on va aller encore plus loin sur ces sujets-là. Et puis des modules de négociation qui, comme vous l'imaginez, eh bien, la négociation est omniprésente en gestion de crise, donc qui viennent s'implémenter sur le module de gestion de crise qu'on anime, Alexandre et moi, sur 2 jours normalement, sauf bien évidemment de demande particulière. Voilà, je vais laisser la parole à Alexandre hein, pour son approche qui, euh, qui vient se compléter, qui vient compléter la mienne, mais qui vient aussi étendre avec toute sa connaissance eh bien, technique, hein, des cellules, etc. Mais je vais lui laisser la parole. Ok, merci Cato. Écoute, je pense que c'est intéressant de réagir sur ce que tu as précisé, c'est-à-dire la constitution d'équipes éphémères et hétérogènes, c'est-à-dire ce moment où on a besoin de mettre en place une organisation différente parce que ce qu'on vit dépasse ce qu'on fait habituellement, ce qu'on fait dans le quotidien. Et c'est là que résident souvent les difficultés. Donc, évidemment, le temps de l'invention, de la réponse, par réaction, au moment où on est dans l'urgence, dans le chaud et où on a des enjeux, des grands enjeux, hein, de vie ou de mort, hein, parce quand on parle de crise majeure, c'est vraiment sur ce segment-là qu'on se trouve. On n'est pas dans la difficulté, on est vraiment dans la complexité. Alors, face à ça, l'expérience que je peux avoir, de la conduite de des réponses à ces moments-là, c'est bien sûr d'avoir préparé, planifié, anticipé ces moments de bascule,
et donc d'avoir investi du temps, parfois un peu d'argent, et ce que font difficilement les entreprises. Parce que les entreprises, comme toutes les organisations, elles se concentraient sur le quotidien, sur le cœur de mission et sur des résultats immédiats. Alors, avec mon parcours, j'ai constaté que si on prend un peu de temps et si on consacre un peu de temps à s'organiser un tout petit peu en amont, on gagne du temps sur la crise et finalement on prend, une option sur un risque qui est celui de la désynchronisation, hein, ce qui arrive tout le temps dans les organisations, c'est-à-dire être en retard en permanence et rajouter de l'urgence dans l'urgence. Alors, pour faire ça, on construit des équipes, on forme des gens, des équipes, on organise des structures. Alors, on les appelle cellules de crise, mais on peut les appeler comme on veut. En réalité, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les règles du jeu qu'on va mettre en place, les fonctions qu'on va définir dans ces cellules de crise, des objectifs qu'on va réussir à partager ou pas et enfin, l'inscription de toute cette organisation dans un processus, réellement un processus qui va être celui de la préparation, de la planification en amont, du moment de la réponse quand on sera à chaud et quand on arrivera au moment, du pic, de la phase aiguë, de la séquence à laquelle sera confrontée l'organisation, de la sortie de crise comme tu as expliqué, du moment où on va sortir de la crise et de l'après-crise où on va apprendre de nos erreurs, réajuster l'organisation et mettre en place un certain nombre de choses. Donc, dans la deuxième journée ou la première, peu importe, que je construis avec toi en général, il s'agit, d'aller sur ce volet-là, c'est-à-dire en complément de ce que tu expliques sur, la manière de gérer ses émotions et d'accéder aux compétences non techniques. J'ajoute une couche technique, on va dire, qui est celle de, OK, on a des systèmes qui sont déjà organisés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse? Quelles sont les missions critiques que je vais préserver? Qu'est-ce que je vais, reprendre plus tard? Comment je vais fonctionner sur ma planification et sur mon organisation? Et moi, j'adore faire des exercices. Donc en général, je fais, de l'exercice pour que chacun soit mis à l'épreuve, dans une ambiance d'apprentissage et on va dire de gentillesse, mutuelle pour qu'on puisse, progresser, dans ce temps de formation. Merci Alexandre, et surtout ne croyez pas qu'Alexandre ne soit que gentil. Derrière le mot gentillesse, il y a aussi le mot exigence, hein, qui est vraiment la marque de Ah ça, c'est fabrique sûr. d'Alexandre, et Ça va avec, oui. raison pour laquelle on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Euh, alors, Amélie, ce que je propose, c'est si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser sur le chat. Et bien évidemment, on répondra, on va collationner toutes les questions à la fin du propos et on y répondra avec grand plaisir. Euh, Alex, pour expliquer un petit peu la façon dont on travaille ensemble, eh bien, je vais vous illustrer une ou deux gestions de crise en blanchissant bien évidemment les clients pour vous donner un petit peu le concret de ce que l'on fait chez ADN. Une des missions qu'on a fait dernièrement ensemble, eh bien, c'est tout simplement de partir à l'étranger, hein, en Amérique du Sud, au Brésil, en périphérie de Sao Paulo, pour un groupe agroalimentaire français, eh bien, connaissant une situation chrysogène, à savoir l'obligation de fermer sa filiale brésilienne. Et donc, nous sommes partis pour stabiliser une situation et aider le comité de direction local à prendre des décisions dans un environnement, comme vous l'imaginez, contraint, avec des codes différents de ceux de la France et avec potentiellement, je dis bien potentiellement, des risques à ce que l'embrasement euh, l'embrasement de la situation et notamment des partenaires sociaux suite à la décision eh bien, de se retirer soit maîtrisé. Voilà. Et donc c'est le genre de mission que l'on mène. Alexandre vous a parlé d'enjeux vitaux, de vie ou de mort. Bien évidemment, nos missions ne tournent pas uniquement sur le fait de préserver vos vies. Parfois, on intervient sur des accidents sur des sites de production avec des enjeux vitaux, hein, des décès sur les sites de production. Voilà, on vient armer la cellule avec vous, vous aider à traverser cette situation dramatique et très impactante. Et puis parfois, il y a tout simplement un enjeu vital au sens figuré, un risque d'effondrement de toute ou partie de votre organisation. Euh, on est intervenu aussi physiquement avec Alex à Mayotte pour tout simplement négocier et remettre, j'allais dire, des salariés au travail dans un environnement très violent et des salariés qui étaient dans une entreprise privée chargée d'une mission, dire d'intérêt stratégique majeur, à savoir le transport eh bien, des personnes, notamment des écoliers.
Et en gros, là, on est parti, ce qu'on appelle from scratch, à savoir, on est parti sans aucune connaissance de l'entité, euh, de ce que c'est qu'une cellule de crise. Donc, on a armé une cellule de crise pour pouvoir, eh bien, stabiliser une situation et faire en sorte d'aligner, eh bien, tout un tas de partenaires institutionnels, de municipalités, d'éducation nationale et de transporteurs privés pour faire en sorte, eh bien, que tout puisse rentrer dans l'ordre voilà, dans une situation qui, comme vous l'imaginez, était chaotique. Et on parle de cela avant la catastrophe climatique et on parlait là principalement de violence urbaine. Voilà, et puis les crises, eh bien, on en mène assez régulièrement, alors sans se déplacer forcément physiquement, hein, des attaques cyber massives mettant en péril une bonne partie de votre organisation. Et là, eh bien, nos négociateurs, que ce soit Marouane Méry, Sylvia Brava, Aurélien et d'autres, eh bien, viennent vous accompagner pour, eh bien, on va dire, vous aider à négocier quand il le faut, mais négocier aussi avec vos clients, vos partenaires qui sont impactés par l'attaque que vous subissez. Et puis, on vient vous aider aussi à contracter eh bien, les boîtes avec lesquelles on travaille pour cette fois-ci de la résolution d'incidents. Et puis, on vient vous apporter la connaissance qu'on peut avoir des institutionnels, voilà, ANSSI, CNIL ou autres institutionnels qui seront dans la boucle de résolution de cette situation de crise. Voilà un petit peu comment on déploie l'arsenal d'ADN. Donc en amont, voilà, pour se préparer, sachant que garder en tête que la préparation à la gestion de crise, c'est pas à fond perdu, hein, c'est pas comme une assurance voiture. À savoir, quand on n'a pas eu d'accident au cours de l'année, on a l'impression d'avoir payé une assurance peut-être pour les autres, voire même on a l'impression d'avoir gaspillé de l'argent. La formation en gestion de crise, et ça c'est une approche que l'on partage beaucoup, Alexandre et moi, eh bien c'est, on va dire, quasiment un acte de gouvernance. C'est-à-dire que on muscle des compétences qui de toute façon optimiseront votre façon de manager, de piloter votre entreprise en temps de paix. Et il serait totalement illusoire de penser que vous allez vous improviser euh, dans la conduite de crise sans avoir semé eh bien, pendant des mois ou des années auparavant eh bien, les bases solides, les fondations de votre organisation qui, elle, sera solide et pourra résister au tremblement de terre de la gestion de crise. Donc, c'est un acte de gouvernance, c'est pas à fond perdu. En général, ça optimise le management, voire le leadership de chacun et de chacune. Et puis ensuite, lorsqu'on vous accompagne pendant une gestion de crise, eh bien, on pilote temporairement, parfois on coordonne, on anime. Hein. D'ailleurs, le rôle d'Alexandre est bien souvent la définition des rôles, hein, ne serait-ce que donner des rôles au sein d'une cellule de crise, c'est un exercice en soi. Et donc, on vient piloter ou copiloter avec vous la cellule de crise. Et puis, une fois le temps de la crise passé, eh bien, on va bien évidemment vous aider à faire des rétextes et à tirer les enseignements de la crise. Alexandre n'a pas insisté par humilité, mais la capacité d'Alexandre à écrire des exercices de crise, elle est redoutable, tout simplement parce qu'il a une casquette, que pourrez regarder sur Internet, il a une casquette d'écrivain, de scénariste aussi, et ces compétences-là, elles sont, et je le constate, elles sont indispensables pour avoir l'imagination nécessaire eh bien, à l'élaboration de scénarios que vous n'auriez même pas anticipé dans votre organisation. Et Alexandre m'a souvent surpris, il était capable d'écrire des exercices de crise avec une justesse et une précision qui ont souvent surpris les dirigeants de l'organisation que l'on formait. Oui, Voilà. oui, absolument, Cato, c'est vrai. Mais j'en profite pour rebondir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi pour ça que ADN est vraiment à l'exclusivité de mes prestations. Globalement, c'est l'exigence que je peux proposer dans l'organisation de ces dispositifs. Comme tu disais, la crise, c'est un narratif. Il y a besoin d'un narratif autour de la crise et souvent on se raconte des tas d'histoires sur les expériences qu'on vit. Le problème, c'est que quand on est face à la crise, quand on est plongé dans une situation de crise, d'abord, on ne le voit pas forcément venir. Et ensuite, euh, on n'a pas toujours des postures d'humilité. Les postures d'humilité nécessaires au temps dont on a besoin pour prendre conscience de cette situation dont tu parlais. Euh, je pense que ADN sait très bien faire ça, c'est-à-dire à su mettre ça en place, c'est-à-dire des propositions d'accompagnement ou de formation
qui permettent justement d'aller sur le vrai, de poser des questions. Moi, ma spécialité, c'est d'aller identifier les vulnérabilités des organisations et de travailler dessus. Parce que mon expérience professionnelle, mon parcours opérationnel, m'a montré qu'à chaque fois qu'on avait voulu enjamber une vulnérabilité pour ne pas en parler, pour ne pas, la voir ou pour, l'occulter parce que en termes de résultats, en termes de performance, ça risquait de générer un certain nombre de difficultés ou bref, où ça allait pas plaire à la hiérarchie ou au grand chef. En fait, c'est toujours là que siègent les problèmes, majeurs qu'on va devoir gérer après dans le show. Donc oui, se raconter l'histoire de la crise, c'est hyper important. En plus, chaque organisation porte une histoire, porte des valeurs, avec lesquelles il faut être aligné quand on est dans la crise, encore plus quand on est dans la crise. Et c'est pas vain que d'essayer de les tester, de les éprouver, parce qu'en réalité, on se choisit souvent, comment dire? Une histoire, on se choisit souvent un narratif, on se choisit souvent des valeurs et en réalité, dès qu'on arrive à des situations complexes de déséquilibre, tout ça s'envole et on fait n'importe quoi en réalité, et on perd énormément de temps et on prend d'énormes risques. Donc en jeux vitaux, tu en as parlé. Moi, je pense surtout aux organisations, même si évidemment, les personnes, c'est l'enjeu premier, mais globalement, ce que je constate, c'est que les organisations sont mises en péril par des sujets, sous-jacents, souvent sous le comment dire? La ligne de flottaison, on va dire, qu'on laisse, mûrir, maturer et qu'on ne traite pas et qui, en fait, ne sont que les émergences des vulnérabilités majeures qui construisent nos organisations aussi, hein, et sur lesquelles on ne veut pas investir. Parce que c'est long, parce que c'est pénible, parce que ça prend du temps, parce que ça coûte cher, parce que mais voilà, moi, c'est là-dessus que j'aime travailler, c'est là-dessus que j'aime emmener, les groupes à ces réflexions-là, pour que chacun puisse se faire sa cartographie de ses vulnérabilités, de ses enjeux et ensuite pouvoir travailler sur un plan d'action. Parce qu'en réalité, une fois qu'on a fait la photo, une fois qu'on a vu là où on était fragile, là où on était fort, eh bien, moi, j'aime bien emmener les organisations et les équipes sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire, en combien de temps, avec quels moyens, et adapter réellement ce plan d'action à la culture et à la dynamique de la boîte. Merci Alexandre. Et Alex, vous le découvrirez, en tout cas, je l'espère pas en pleine gestion de crise, mais si vous nous voyez arriver à deux, vous ne serez pas surpris de voir ce binôme, car on incarne eh bien, tout simplement dans la conduite de crise ce que l'on vous partage, à savoir, seul, on n'est absolument rien. Et moi, j'ai passé plus de 25 ans dans la police avec la notion de binomage. Le binôme, comme dans un cockpit d'avion, on est très attaché à se protéger mutuellement. Et là, vous voyez à l'image Alex qui est plus discret parce que tout simplement, lorsqu'on est en gestion de crise, eh bien, parfois, il fait souvent office de souffleur. C'est-à-dire que c'est lui qui va, à un moment donné, lorsque je suis en front, attirer mon attention sur le fait que je pourrais avoir insidieusement un embrasement émotionnel, je pourrais avoir une analyse un peu altérée avec la fatigue, avec le fait d'être sur le terrain, etc. Et puis après, lorsqu'on termine un point de situation, eh bien, le débriefing avec Alex, il est pour moi essentiel, tout simplement pour partager de l'analyse et m'assurer encore une fois, dans les conseils que je vais pouvoir vous prodiguer, que moi-même, je ne suis pas cloisonné dans un stéréotype, un préjugé ou un biais cognitif. Et donc, l'humilité nous pousse eh bien, à nous assurer que on risque pas de vous donner de mauvais conseils parce qu'on serait seul au cœur de la crise avec vous, impacté émotionnellement aussi, malgré tout. Euh, Bien évidemment, pas autant que vous, mais par contagion émotionnelle un petit peu malgré tout. Et donc, pour ces raisons-là, eh bien, lorsqu'on se déploie à vos côtés, on se déploie en binôme. Et Alex, pour avoir été mon binôme de longues années dans le monde de l'intervention, hein, dans les groupes d'intervention, eh bien, aujourd'hui, il est sur la partie opérationnelle, conduite opérationnelle des crises. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, on arrive bientôt au terme de cette présentation, donc on va répondre à vos questions avec grand plaisir. Et je vais alors lire la première question que je découvre en même temps que vous, de Roland. Les vulnérabilités peuvent être organisationnelles, technologiques et sont interconnectées. Lesquelles adressez-vous? Est-ce que, Alexandre, tu veux répondre à Oui, cette question? Ouais. oui, si je la comprends, cette question, en gros, c'est de dire, effectivement, il y a de la complexité dans nos organisations et on a une difficulté à comprendre les connexions, les interrelations entre les différents sujets. C'est-à-dire,
En gros, si on s'intéresse au cyber, alors on a effectivement à penser tout un tas d'effets sur l'ensemble du fonctionnement de l'organisation, mais si on s'intéresse à l'opérationnel, de la même manière, on va avoir un certain nombre de sujets à traiter sur le volet RH. En gros, la question, c'est de pouvoir comprendre dans leur globalité le mode de fonctionnement de nos organisations. Alors la complexité ne nous y aide pas, parce qu'en fait, on a une manière de penser la complexité qui est souvent insuffisante, hein. Pourquoi? Parce que notre tendance, c'est de découper les problèmes complexes en tout petits problèmes juste compliqués et de se dire: «Bah, la superposition de tous ces problèmes mis bout à bout, ça résoudra notre complexité, notre problème de complexité». Non. En fait, moi, je suis plutôt un partisan d'une approche globale, c'est-à-dire une vision globale où on dégage du sens des choses. Bien sûr, il y a des enjeux techniques, mais j'y reviendrai après. On dégage d'abord du sens et surtout, on s'assigne des objectifs. En réalité, beaucoup de problématiques viennent du fait que nous ne travaillons pas suffisamment nos objectifs dans un contexte qui est évolutif, et la crise, c'est ça. La crise, c'est une évolution, une cinétique qui est extrêmement perturbante parce que c'est pas celle de quotidien, c'est pas celle dont on a l'habitude, et on est très, très vite largué, en fait. Et on est largué parce qu'on va avoir le nez sur le cyber alors qu'on va appeler notre attention sur la logistique. On s'intéressera à la logistique, mais finalement, c'est la RH qu'il faudra aller voir. En réalité, une des réponses qu'on peut apporter à la question posée par Roland, c'est de se dire comment on fait pour mettre en place un dispositif fonctionnel qui nous permette de nous faire une vision globale, une représentation globale et commune, partagée de la situation, une situation dont on sait qu'elle est de toute façon dynamique et chaotique, ok, et qu'elle impacte, puisque c'est la crise, l'ensemble des pans et des secteurs, tant d'activités que d'organisation de notre structure, de notre organisation. Donc, oui, elles peuvent être organisationnelles, elles peuvent être technologiques, elles peuvent être humaines, elles peuvent être de tous ordres, ces vulnérabilités. La question, c'est d'approcher l'organisation de manière globale et de chercher à comprendre où sont les vulnérabilités majeures, celles qui vont impacter les missions critiques dans l'entreprise, d'accord? Et de prioriser ensuite. Voilà. Et petit à petit, mais c'est un travail de planification, hein, ça s'appelle la planification. Donc c'est vraiment un investissement. Merci Alexandre. Donc, on va très rapidement, je vais quand même répondre à la question de Roland là, qui rebondit. Gérer la crise, c'est gérer les conséquences à court terme ou les causes à long terme. Dans un premier temps, gérer la crise, c'est éteindre l'incendie, hein. Donc, c'est stabiliser une situation, faire en sorte que le modèle ne s'effondre pas, donc on stabilise. Et bien évidemment, une fois qu'on a stabilisé, une fois qu'on arrive, j'allais dire, à surmonter, à traverser sans s'effondrer, eh bien après, il y a une phase de retour d'expérience pour voir eh bien les causes profondes. Et parfois, et bien évidemment, on va entamer eh bien une réelle réorganisation si besoin pour se projeter bien évidemment à moyen terme, on va dire. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, ce que je vous propose, eh bien, n'hésitez pas sur le portail d'ADN Group, eh bien, vous aurez des formulaires pour pouvoir poursuivre si malheureusement on n'a pas pu répondre à vos questions dans ce temps un peu contraint, hein, d'une pause déjeuner. Nous vous accompagnons, nous vous formons. Il y a des interentreprises qui sont faites chez ADN sur la thématique de la crise. On fait des formations en intra-entreprise. Et puis, on a ce qu'on appelle des forfaits d'accompagnement. Et on fait des forfaits d'accompagnement qui sont sur mesure en fonction, bien évidemment, de votre besoin, à savoir du présentiel, un mix présentiel-distanciel ou uniquement du distanciel. Voilà. Donc, on aurait bien évidemment grand plaisir à vous former, à vous retrouver. Allez voir aussi sur le portail d'ADN Group, on a beaucoup de choses en open source, notamment j'ai pu faire un podcast très sympa avec Marwan Méry, hein, le CEO de notre agence, sur la thématique de la gestion de crise. On a des conférences en ligne, on a de nombreux ouvrages aussi sur le portail d'ADN Group. En tout cas, on voulait tous les trois vous remercier infiniment de vous être rendus disponibles. Et puis, vous allez recevoir de façon automatisée, dès lors que vous êtes inscrit, eh bien, des supports, nos programmes et des liens pour poursuivre l'aventure avec nous. Voilà, un grand merci à vous et passez une excellente journée. Bonne journée, merci.